Bon, bienvenue pour cette dernière séance du semestre du séminaire, donc de l'Institut du Tout-Monde et de Paris 8. Nous le poursuivons sur cette notion d'humanité, sur les imaginaires de l'humanité. Je vous rappelle évidemment que nous menons depuis quelques semaines, quelques mois même, un travail sur les représentations de l'homme, sur les limites de l'universalisme, pour revisiter ce qu'on a pu appeler aussi l'humanisme. C'est ce qu'on a vu notamment dans une séance qui faisait retour sur les entre guillemets humanistes du XVIe siècle, qui ne sont pas réductibles à cet humanisme qu'on croit être toujours le même jusqu'aux Lumières. Nous avons repensé les frontières aussi de ce qu'on appelle l'homme à partir de sa définition métaphysique. Ça a été l'occasion de réfléchir à la notion d'animal. Et dans cette entreprise aussi disons, de déconstruction de la métaphysique humaniste, nous sommes revenus aussi sur le moment appelé la mort de l'homme, symbolisé aussi bien par les écrits de Foucault que de Lévi-Strauss. Et ça a été aussi une séance pour comprendre que cette mort d'une certaine idée de l'homme a été un enjeu du structuralisme, pour penser un homme à travers ses structures, pour repenser aussi une subjectivation qui ne passerait pas par l'idée d'une nature humaine. Donc nous avons tenté de penser ces limites de l'homme, et aujourd'hui, je crois qu'il serait intéressant de le faire à la lumière des technologies, de ce qu'on a pu appeler aussi l'intelligence artificielle, des inventions robotiques, aussi d'aujourd'hui peut-être la révolution des nanotechnologies. Plutôt qu'un technologue ou un technophile, je crois qu'il est intéressant, et il m'a semblé intéressant, d'entendre un philosophe qui à la fois évite l'illusion un peu naïve de la technique qui serait donc le futur post-humain, mais aussi qui évite la réaction humaniste face à la science. Et on connaît beaucoup cette filiation anti-scientifique, de ceux qui croient que la science ne pense pas. Donc nous allons aujourd'hui nous confronter à la notion de post-humain. Je voudrais rappeler aussi le succès de ce mot, de ce préfixe, qui a remplacé les suffixes en isme du début du XXe siècle, tous ces mots qui étaient liés à une certaine idée du futur. Le mot post, en ce sens, c'est celui d'un après qui n'est pas forcément un futur, qui est lié aussi à un trans, on parle aussi des transhumains, c'est-à-dire qui nous amène à réfléchir sur un passage à travers des notions connexes comme celle de cyborg ou cyborg, qui reprennent à nouveau frais la notion d'animal-machine, mais à la lumière des nouvelles technologies. Bref, nul ne me semblait mieux appelé pour nous éclairer sur ces questions que Jean-Michel Beignet, qui est philosophe, professeur à l'université de Paris-Sorbonne, Paris 4, et qui depuis très longtemps conduit des recherches sur les impacts philosophiques et sociologiques des sciences et des technologies, qui aussi connaît parfaitement les sciences cognitives. Je crois aussi qu'à travers son expérience et sa connaissance, il mène aux scientifiques, aux techniciens qu'aux philosophes. Il a été professeur à l'Université technologique de Compiègne, directeur scientifique du secteur des sciences et sociétés au ministère de la Recherche. Il est membre du conseil scientifique de l'Institut des hautes études en sciences et technologies. Enfin là, je ne vais pas décliner ses médailles, parce que c'est comme les généraux russes, on n'en finirait plus. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il est engagé dans une réflexion aussi d'éthique au CNRS et à l'INRA, à l'UNESCO, et qu'il a écrit des livres tels que, je cite parmi ses nombreux textes, La croisée des sciences, au Seuil, Les théories de la connaissance, aux presses universitaires de France, et puis, donc, demain, les post-humains, le futur a-t-il encore besoin de nous, où il témoigne aussi d'une très grande connaissance non seulement des textes des technologues, mais aussi des philosophes qui, par exemple aux États-Unis, ont pensé l'humain prosthétique, les cyborgs, précisément, j'ai des allusions. Et son dernier livre s'appelle L'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile, qui est paru chez Fayard. Donc pour toutes ces raisons, je suis très heureux de vous accueillir, Jean-Michel, pour une conférence que vous avez proposé d'intituler
de l'homme augmenté à l'homme simplifié. Merci beaucoup François, merci pour cette invitation, je ne sais pas si ça marche. Oui. De fait, lorsque vous m'avez gentiment invité et proposé un titre, j'ai songé à ce titre de l'homme augmenté à l'homme simplifié, en me disant que ce serait pour moi une manière de restituer la trajectoire qui a séparé ces deux livres, donc Demain les post-humains en 2010 et L'homme simplifié aujourd'hui, et donc une manière de rationaliser un petit peu l'approche de ce problème, au fond, le problème, quel est le problème? C'est le problème de l'identité de l'homme aujourd'hui, compte tenu des développements des sciences et des technologies. Au fond, ce sera ça l'essentiel de ce que je voudrais essayer de vous proposer, une réflexion sur ce que devient l'homme au prisme des sciences et des techniques, ce qu'on appelle aussi quelquefois aujourd'hui les technosciences. Donc voilà, je situe ma réflexion sur une toile de fond qui nous est commune, je pense, c'est la toile de fond philosophique qui a très tôt élu la question de l'homme comme étant la question fondamentale. Bon, depuis au moins Oedipe à Thèbes, répondant à la fameuse question du Sphinx, hein, vous connaissez, qu'est-ce qui marche sur quatre pattes le matin, qui marche sur deux pattes le midi et trois pattes le soir, et ce qu'on oublie toujours, et qui est le plus faible lorsqu'il en a le plus. Hein, Oedipe répond à cette question, il sauve la ville de Thèbes et il inaugure en quelque sorte une grande question qui va traverser toute la tradition philosophique occidentale, qu'on va retrouver avec Kant, résumant l'essentiel de sa philosophie au terme de sa carrière en disant que les trois grandes questions qui l'ont sollicité, que pouvons-nous savoir, que devons-nous faire et que peut-on espérer, ces trois questions qui concernent la métaphysique, la morale et la religion, eh bien, sont couronnées par cette grande question, qu'est-ce que l'homme, hein, et donc l'anthropologie est présentée volontiers par Kant comme la science matricielle. Bon, donc on appartient à une tradition qui a toujours considéré cette question, bien avant la naissance des sciences humaines, qui a considéré la question de l'homme comme la question cardinale. Eh bien, aujourd'hui, et je vais rentrer un petit peu dans mon sujet, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est plus que dans la perplexité lorsqu'il s'agit de définir vraiment ce qu'est l'homme, hein, parce qu'on a le sentiment que les découvertes scientifiques, les réalisations techniques, eh bien, ne cessent de faire bouger les frontières ontologiques. Prenez simplement, je ne sais pas, la biologie moléculaire ou la génétique, hein, qui nous révèle que nous avons en commun avec les grands primates 98 ou 99% de gènes. Donc la frontière est vraiment très fluctuante. Les biologistes qui vous révèlent que la notion d'espèce est devenue de plus en plus abstraite, aléatoire et qui songent à relire Darwin en disant regardez, Darwin nous proposait ni plus ni moins que de nous débarrasser de la notion d'espèce. Donc le continuum entre les différents ordres du vivant est de plus en plus argumenté, soutenu, hein, au point qu'aujourd'hui plus personne ne trouve à se choquer lorsqu'on lui dit que l'homme est un animal comme les autres. Hein. C'est devenu une ancienne, enfin un leitmotiv. Hein, et quand on essaie d'objecter quoi que ce soit, souvent on reçoit une volée de bois vert. Et puis vous avez aussi les roboticiens qui réalisent des robots humanoïdes, hein, qui savent imiter des émotions, reconnaître des émotions, qui ont souvent à leur disposition un langage beaucoup plus important que celui de nos adolescents, et qui ont
des apparences absolument sidérantes, enfin, qui sont recouverts de silicone, qui ont même des poils qui se hérissent, etc. Bon, et ces robots, bon, évidemment, pour l'instant, ils sont de l'ordre du spectaculaire, ce sont encore des objets de cirque, mais bon, ils nous renvoient à nous-mêmes un certain nombre de questions sur notre identité, parce que bon, on avait bien le sentiment que ces robots ne sont pas des humains, mais lorsqu'il s'agit de définir exactement pourquoi nous ne sommes pas des robots et les robots ne sont pas des humains, on est embêté, on retrouve les vieilles questions qu'on se pose dans la tradition philosophique. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une conscience? Qu'est-ce que c'est qu'une vie intérieure? Est-ce que ça correspond bien à quelque réalité que ce soit, etc. Donc on est dans un contexte où les technosciences accumulent les arguments qui nous interdisent d'être au clair avec cette question de l'humain. Et j'évoquerai dans un instant ce qu'on appelle les NBIC. Je peux les évoquer maintenant. Les NBIC, c'est un programme de recherche américain extrêmement actif, extrêmement financé, qui reçoit de la part de la NASA, de la DARPA, de Google, de Nokia, enfin l'essentiel de ces financements, et ce programme NBIC, alors l'acronyme de NBIC c'est N comme nanotechnologie, B comme biotechnologie, I comme sciences de l'information, et C comme cognition, sciences cognitives, neurosciences, etc. Et ce programme, on l'appelle aussi programme de convergence technologique. Et cette convergence technologique, elle vise à réaliser des objets qui seront de plus en plus miniaturisés, qui seront dotés de compétences extrêmement élargies. Mais on voit dans ces NBIC le symbole même, l'emblème même de la caducité annoncée, l'obsolescence annoncée d'une définition de l'homme bien déterminée. Et c'est autour de ces programmes NBIC, de ce programme en tout cas NBIC, que se sont constituées pour la première fois les fameuses associations dont parlait François, sous le nom de transhumanistes. Donc les mouvements transhumanistes ont campé autour des laboratoires axés sur les NBIC et ont fini par donner une espèce de cahier des charges au NBIC. Le cahier des charges, il existe, sur Internet, c'est un gros texte de 400 pages qui s'appelle Converging Technology, qui a deux auteurs, l'un s'appelle Rocco et l'autre Ben Bridge, et c'est une espèce de manifeste pour la science du futur, basé sur les réalisations des NBIC, et on vous dit dans ce manifeste qu'aujourd'hui, la technologie peut enfin réaliser l'homme, c'est-à-dire accomplir en quelque sorte l'idéal d'humanité que l'on pouvait projeter au siècle des Lumières. On va réaliser donc le bonheur de l'homme, on va pacifier la planète, on va dépolluer tout ce que nous avons sali. Bref, c'est le manifeste même de l'idéal grâce aux sciences et aux technologies. Et les mouvements transhumanistes de tous ordres, parce qu'il en existe plusieurs, sont sur cette base-là. Ils attendent des sciences et des techniques que l'humanité trouve son plein épanouissement. Alors on va revenir dans un instant sur ce que c'est qu'au juste une humanité épanouie, mais en tout cas, voilà une manière de camper un petit peu le décor. Les transhumanistes, vous disiez, veulent assurer une manière de transition. Oui, c'est cela, d'une certaine façon. C'est faire passer l'homme de ce qu'il est aujourd'hui à un autre homme ou à quelque chose d'autre que l'homme, enfin, un poste humain, moyennant une transition qui pourrait être ce dont je vais parler maintenant, l'homme augmenté, cet homme qui peut bénéficier
d'ores et déjà de dispositions techniques le conduisant à n'être plus ce qu'il est actuellement. Donc voilà. Alors, des mouvements transhumanistes, on connaît de plus en plus de choses, il y en a plusieurs. La première association mondiale du transhumanisme a été créée en 1998 et était dirigée par un philosophe suédois qui s'appelle Böström, Nick Böström. C'est lui qui a jeté un petit peu le transhumanisme sur les fonds baptismaux et qui a élaboré le premier manifeste. Et les mouvements transhumanistes se sont développés à la suite. Il y en a certains qui ont radicalisé les prétentions de la première association mondiale du transhumanisme, un mouvement qui s'appelle le mouvement des extropiens. Alors, le terme extropien est peut-être un peu étrange, mais vous reconnaissez dedans l'entropie. Hein. Et les extropiens sont des gens qui considèrent que les sciences et les technologies pourraient nous permettre de non seulement résister, mais d'inverser l'entropie. Hein. Vous savez ce qu'est l'entropie de l'univers, c'est la découverte liée au deuxième principe de la thermodynamique, hein, qui nous explique en gros que la dégradation de l'énergie est irréversible, hein, et que notre univers est soumis à cette dégradation et donc court de toute façon, de manière irrésistible, vers un désordre croissant, assuré, et une extinction presque obligatoire. Ça, c'est une idée admise par tous les scientifiques. Et bien, ce mouvement des extropiens considère qu'aujourd'hui, on pourrait bien avoir le moyen d'inverser les choses, hein, et de restaurer une harmonie première sur la base du chaos que nous avons créé. Bon, vous avez des mouvements un petit peu partout maintenant. Il y en a un en Angleterre, il y en a un en France. Il y a une association française du transhumanisme qui est dirigée par un gentil garçon qui s'appelle Marc Roux, que je connais bien, et qui se définit volontiers comme un hyper-humaniste, hein, pour le motif que pourquoi il milite, c'est justement l'accomplissement, l'apaisement, la réconciliation de l'homme. Et puis bon, quand on pousse un peu dans ses retranchements, il dit oui, mais enfin finalement ce qui nous intéresse c'est l'immortalité. L'immortalité. Hein, et l'immortalité est devenue maintenant un thème tout à fait admis, non seulement dans les dîners en ville, mais dans les laboratoires scientifiques. On commence à imaginer qu'après tout, l'immortalité est à notre portée. Je dirais dans un instant pourquoi. Donc voilà, des associations un petit peu partout, alors, qui se nomment transhumanistes. Alors les mouvements pour le post-humain sont moins organisés en termes d'association, et disons que le discours sur le post-humain est plutôt le fait d'individus souvent très très marqués dans le monde des sciences et des techniques, des individus qu'on appelle aussi des technoprophètes, hein, l'expression est évocatrice, hein, des technoprophètes, et qui considèrent que nous sommes en train aujourd'hui de mettre sur le marché des objets techniques qui sont comme autant de variations introduites dans un espace, le nôtre, qui pourrait bien faire mutation et qui pourrait bien faire advenir quelque chose d'autre, un inédit, quelque chose d'inouï, une espèce nouvelle. Et là, les post-humanistes donc se réfèrent volontiers à une vulgate néo-darwinienne. Ils disent qu'est-ce que c'est que le darwinisme, hein, bon, c'est l'introduction de variations, souvent liées d'ailleurs à des erreurs de copie, hein, des variations dans la nature, donc parfaitement aléatoires, mais qui rencontrent un espace avec des pressions sélectives, et ces variations soumises à cet espace eh bien, subsistent et continuent de se reproduire, ou bien disparaissent. Hein, c'est ça la sélection naturelle. Et quand elles subsistent, eh bien, elles provoquent des mutations, hein, et ces mutations eh bien, sont à l'origine de l'apparition de nouvelles espèces. Donc ce qui existe dans la nature eh bien, pourrait très bien
exister dans le monde des technologies, et on pourrait être à la veille de voir advenir ce que certains appellent la singularité avec un grand S, d'autres appellent ça le successeur de l'homme avec un grand S aussi, et puis d'autres ils appellent ça le point oméga parce qu'ils ont lu chez Teilhard de Chardin cette idée que l'évolution pourrait nous conduire à faire surgir une conscience qui n'aurait plus besoin de corps et qui serait comme une espèce de rédemption absolue. Alors, les noms de ces gens qui militent pour le post-humanisme sont de plus en plus connus. C'est Eric Drexler, l'un des grands Manitou des nanotechnologies, et puis c'est surtout Ray Kurzweil, qui est vraiment le champion du post-humanisme. L'État américain le prend tellement au sérieux qu'on lui a donné des millions de dollars pour créer un institut qui s'appelle l'Institut de la Singularité, qui est en Californie, et qui recrute annuellement des gens qui sont des fous de technologie, auxquels on ne demande qu'une chose, c'est de faire du brainstorming, de faire du machin pour essayer de faire advenir les choses. Il faut bien comprendre que ces mouvements post-humanistes sont des mouvements qui misent sur l'émergence, l'émergentisme. Ils considèrent que la technologie, c'est devenu l'art de bricoler, sans aucune finalité première, l'art de bricoler pour faire émerger quelque chose. Il y a souvent derrière l'arrière-pensée que tout ce qui pourra émerger sera meilleur que ce qui existe. Donc je reviendrai sur cet aspect. Donc voilà pour le paysage des transhumanistes, souvent organisés en association et visant non seulement l'amélioration de l'homme, mais l'épanouissement éternel de l'homme, accompli de l'homme, des post-humains qui poussent le bouchon un peu plus loin. Et donc ce dont je vais parler, moi, c'est de l'homme augmenté, et montrer, essayer d'expliquer pourquoi j'en suis venu à décrire plutôt aujourd'hui l'homme simplifié. Alors, un point commun entre l'homme augmenté et l'homme simplifié, vous allez le voir, ils ont en commun, ces deux hommes, ces deux figures, d'être subjugués, assujettis même aux automatismes que produisent nos technologies. Ils ont en commun de rompre avec les représentations traditionnelles de l'homme, enfin admises, communiquement admises de l'homme, par exemple. Ils n'attachent aucun intérêt aux émotions, ils n'attachent non plus aucun intérêt à la conscience. Ce sont deux ingrédients qui, à leurs yeux, sont marginaux. J'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps au cours d'une conférence avec un transhumaniste américain qui se présentait comme tel et à qui on avait objecté dans la salle que, après tout, un robot c'est quand même pas un homme puisque ça n'est ni conscient et ça n'éprouve pas d'émotion. Et il a répondu avec beaucoup de superbe, écoutez, la conscience et les émotions ont été à un moment donné des avantages sélectifs dans l'évolution naturelle, et aujourd'hui, ça a cessé de l'être. Alors, un avantage sélectif, qu'est-ce que c'est en théorie de l'évolution? C'est simplement l'élément dont l'espèce s'est trouvée dotée et qui a permis, justement, à cette espèce de survivre. Donc nous, hommes, la conscience et les émotions, ont servi sans doute à ce que nous puissions survivre. La conscience, parce qu'elle nous a permis de réaliser des techniques, de parler, enfin, etc. Les émotions nous ont permis vraisemblablement de fuir lorsqu'il fallait fuir, d'aller vers les autres quand il fallait aller vers les autres. Ça a été des avantages sélectifs. Eh bien, ce monsieur disait avec beaucoup de suffisance qu'aujourd'hui, la conscience et les émotions, non seulement ne servent plus à la survie de l'espèce humaine, mais seraient peut-être même un handicap quand on y réfléchit bien. Ou bien mieux, se passer de la conscience et de la réflexion, et puis les émotions, c'est encombrant. Donc, voilà. Et l'homme augmenté, l'homme simplifié sont
des figures d'humanité désencombrer, en quelque sorte, des privilèges que nous attribuons aux hommes. Alors, pour décrire cette trajectoire de l'homme augmenté à l'homme simplifié, je voudrais juste dire ce sur quoi j'avais conclu ce petit livre « Demain, les post-humains » il y a donc presque 3 ans, de façon à ce que vous voyez la transition qui m'a conduit aujourd'hui à l'homme simplifié. Donc ce petit livre voulait faire une enquête sur les mouvements transhumanistes, tels que je vous les ai brièvement décrits là. Qu'est-ce que c'est donc que ces gens qui aujourd'hui s'imaginent qu'on va pouvoir réaliser l'humanité grâce aux technologies? Ce que j'ai mis en évidence au cours de cette enquête, c'est que l'ambition qu'il y a derrière ces mouvements transhumanistes est habitée d'une intolérance à la vulnérabilité, à la fragilité, et donc à la finitude, pour parler comme les philosophes. Ce dont on rêve parmi les transhumanistes, c'est de se débarrasser d'un certain nombre de choses. Alors, de quoi? D'abord, se débarrasser de la naissance. C'est embêtant de naître quand vous y songez. Vous naissez du fait du hasard, de la rencontre entre 2 gamètes. C'est incertain que de naître. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut fabriquer l'humain. Fabriquer, c'est quand même un peu mieux. Vous faites des plans, vous avez contrôle qualité, vous savez exactement ce que vous allez faire. Donc, fabriquer l'humain, première chose. Les procréations médicalement assistées sont déjà, évidemment, l'antichambre de ça. Les dispositifs technologiques que nous avons en matière de diagnostic prénatal, qui pourrait devenir diagnostic préimplantatoire, c'est fait pour ça. Et puis, les techniques de clonage, on n'a pas le droit encore de cloner, mais ça viendra, vous verrez. Le clonage reproductif, en tout cas, ça servira aussi à fabriquer l'humain. Et puis, dans quelques dizaines d'années, mais peut-être même pas autant, l'ectogénèse, c'est-à-dire l'utérus artificiel, sera vraisemblablement sur le marché. Donc, on va bientôt pouvoir se débarrasser de la naissance. Les biotechnologies nous le promettent, et on pourra se fabriquer avec la belle efficacité que nous mettons pour fabriquer les meilleurs de nos engins techniques. Ça, c'est la première chose, en finir avec ça, avec cet archaïsme de la naissance. Deuxième chose, qui définit l'humain et qui nous encombre, qui nous embête, c'est que nous sommes des êtres qui tombons malades et qui souffrons. Là, on vous dit aussi, mais pas de problème. Les nanotechnologies, la nanomédecine, nous donnera bientôt la possibilité d'intégrer dans nos anatomies des nanorobots, on les expérimente déjà, des nanorobots qui seront capables d'aller repérer très très vite tous les inconvénients qui peuvent habiter votre corps, une tumeur par exemple. Les nanorobots verront, diagnostiqueront la chose, l'éradiqueront. Ces nanorobots iront réparer votre ADN à la demande. Donc, pas de problème, à court terme, la maladie cessera d'être un inconvénient pour nous, elle disparaîtra, ni plus ni moins. Ça, vous avez vu dans les biotechnologies d'abord, là, donc nanotechnologie, et on souffre. On souffre, mais ça, c'est également quelque chose dont on peut se débarrasser. Les neurosciences développent des molécules qui sont de plus en plus performantes et qui nous permettent de considérer que la souffrance est quelque chose d'encore provisoire, mais qui va disparaître. Dans la foulée, peut-être que si on supprime la douleur, on supprimera aussi le plaisir, mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc, des molécules de type antidépresseur permettront de lisser la vie psychique des individus et de mettre un terme à ces contrastes qui scandent la vie humaine et qui souvent sont source d'inconfort.
Bon, et puis un être humain, c'est très embêtant, mais ça vieillit aussi. Mais le vieillissement, ça, pour le coup, c'est quelque chose dont on va se débarrasser très très vite, très très tôt. Hein, on a accordé le prix Nobel il y a 3 ans à des spécialistes de la télomérase. Télomérase, c'est tout ce qui concerne, tout ce qui entoure les travaux sur les télomères. Vous savez, les télomères, c'est le bout de nos chromosomes qui enregistre l'attitude au renouvellement de nos cellules. Ces télomères, eh bien, au fur et à mesure de notre vie, raccourcissent et marquent par conséquent les difficultés croissantes pour nos cellules de se régénérer. Dès qu'on arrivera à comprendre le mécanisme de ces télomères et qu'on pourra remédier au vieillissement, à leur vieillissement, enfin à leur raccourcissement, on aura résolu le problème du vieillissement. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas du tout de la science-fiction, ça marchera et on aura tous bientôt la chance de pouvoir mourir en pleine forme. Et puis la mort, puisqu'on en parle, la mort aussi c'est un inconvénient. Et là, les transhumanistes qui guettent les progrès réalisés par les NBIC sont à peu près tous d'accord pour dire qu'on aura bientôt les moyens de s'immortaliser. De manière assez simple, il suffira de copier le contenu de notre cerveau sur des puces de silicium ou d'autres matériaux inaltérables, et puis d'implémenter ces puces ou ces matériaux inaltérables sur d'autres corps, sur d'autres dispositifs, ou de le balancer dans le cyberespace, et on pourra, de cette manière-là, sans aucune difficulté, permettre à la conscience de survivre. C'est ce qu'on appelle l'uploading, le téléchargement de la conscience sur des matériaux inaltérables. Ça paraît très fantaisiste, ça a été évoqué il y a très longtemps dans la science-fiction. Très, très fantaisiste apparemment, et pourtant, vous avez à Lausanne un grand laboratoire mondialement connu qui s'appelle le Human Brain Project, qui est dirigé par Terry McCram, qui réalise un cerveau artificiel, qui modélise pour l'instant un cerveau artificiel, qui veut réaliser un cerveau artificiel en modélisant un cerveau normal. Donc on traduit colonne après colonne le détail d'un cerveau que l'on transforme donc en logiciel, et lorsqu'on y sera parvenu, on aura un logiciel complet qui aura modélisé ce cerveau, mais ce logiciel, il suffira effectivement de l'implémenter sur des dispositifs, des lecteurs, des supports, et on aura réalisé par conséquent la survie de ce cerveau. Ce qui est étonnant, c'est que ce monsieur McCram, que j'ai eu aussi la chance de rencontrer, et j'ai pu dialoguer avec lui il y a 2 ans, il y avait un colloque de neurosciences. Quand il vient chercher de l'argent, il venait chercher de l'argent en France, il venait chercher 1 milliard d'euros, on ne lui a pas donné, mais il l'a obtenu de la communauté européenne. Donc c'est quand même vous dire. Donc quand on lui demande pourquoi il fait ce travail, réaliser un cerveau artificiel, il a une réponse simple et parfaitement convaincante. Il dit, moi je voudrais comprendre les mécanismes de maladies neurodégénératives comme maladie de Parkinson ou l'Alzheimer. Et il n'y a rien de tel que de pouvoir modéliser le fonctionnement d'un cerveau pour comprendre comment les cellules peuvent dégénérer. Et donc c'est pour ça que je le fais. Et puis, quand on le pousse un changement, il dit, oui, c'est vrai que si on peut aussi télécharger le contenu du cerveau sur d'autres supports, là, on aura fait vraiment, on aura franchi le pas, on se sera approché d'une manière d'immortalisation. Et seuls mourront ceux qui décideront de débrancher, qui décideront de mettre à la poubelle le logiciel, mais autrement, on pourra imaginer que les hommes se prorogent indéfiniment. Donc vous voyez, le programme, le cahier des charges des NBIC est très clairement
défini et il va dans un sens unique. Il faut donc supprimer ce qu'il y a de vulnérable dans l'humanité telle que nous la connaissons, telle que nous l'endossons. Il faut abolir les éléments de finitude qui font que nous sommes des êtres souffrants, des êtres vieillissants, des êtres mourants. Et la technologie, au bout du compte, elle doit arracher l'humanité à elle-même. Elle doit faire en sorte que, disons-le comme ça, nous ne soyons plus humains au sens où on qualifiait l'humanité depuis toujours. Alors le fantasme du post-humain que j'évoquais à l'instant, je n'y reviens pas, mais vous voyez qu'il est parfaitement dans la logique de cette ambition. On va peut-être pouvoir faire surgir une nouvelle espèce sur la base de cet homme, appelons-le augmenté, qui bénéficiera de tous les progrès, de toutes les réalisations des NBIC. Et on applique là un schéma darwinien assez clair. On applique ce qu'on appelle l'effet réversif chez Darwin, qui consiste à dire que la sélection naturelle nous a permis de survivre grâce au langage et à la technique. L'hominisation s'est faite sur cette base-là. Eh bien, ce langage et cette technique pourraient aujourd'hui nous permettre de contrôler en retour l'évolution. Effet réversif. Donc, la technique va permettre de contrôler l'évolution et de faire surgir, de faire émerger l'inédit. Et au fond, qu'on soit transhumaniste, qu'on soit post-humaniste, on peut bien se réclamer des idéaux de la modernité, tels que la tradition, depuis au moins le XVIIe siècle, l'avait mise sur place, que ce qu'on voulait faire avec les sciences et les techniques. Sinon, contribuer aussi, comme disait Descartes, à permettre à l'homme de vivre au moins jusqu'à 100 ans. Et puis, d'une façon générale, la science et la technique, c'était fait pour booster l'humanité et l'améliorer. On était moderne pour cette raison-là. Et étaient modernes, au début du XXe siècle, les biologistes qui disaient que la biologie, ça sert à améliorer l'homme. Pourquoi on voulait améliorer l'homme d'ailleurs? C'était amusant parce que souvent, par exemple, Julian Huxley, qui est le cousin de Aldous Huxley, qui était un grand biologiste dans la première moitié du XXe siècle, disait que s'il faut améliorer l'homme, c'est pour le rendre capable d'interagir avec les machines qu'il produit. C'était ça la raison. Mais en tout cas, l'eugénisme souriant, soft, pas du tout contaminé par le délire et les atrocités nazies, cet eugénisme soft était parfaitement dans la trajectoire des idéaux de la modernité. Et au fond, les transhumanistes aujourd'hui ne font que s'inscrire, et souvent ils le réclament de cette manière, s'inscrire dans ces idéaux générés au XVIIe siècle et accentués au siècle des Lumières. Alors, donc, voilà, juste une petite parenthèse, parce que François disait tout à l'heure que, c'est un peu ce que j'ai compris, que vous ne me considériez pas comme un technophobe. Ben oui, jusqu'à présent. Ben jusqu'à présent, mais je voudrais que ça continue, parce que je suis tout sauf un technophobe, et je voudrais le dire en peu de mots. Dans ce petit livre, L'homme simplifié, dans ce livre, L'homme simplifié, je m'en explique d'ailleurs très très tôt, ce contre quoi j'entends résister, c'est contre les obligations à choisir un camp et à être dans le binaire continuellement. Je veux sortir de la logique du j'aime, j'aime pas, du plus, du moins, du blanc, du noir, etc. Tout ce que précisément les machines nous imposent aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, je refuse, je répugne complètement à être rangé parmi les technophiles jubilants ou parmi les technophobes réactionnaires. Grognons, comme disait Finkielkraut il n'y a pas longtemps. Donc, en sortir de ces alternatives. D'ailleurs, dans mon livre L'homme simplifié, j'évoque une très très belle chronique de Nancy Houston dans Le Monde il y a quelques mois. Elle disait à peu près la même chose. Nancy Houston disait, mais bon sang,
Si nous pouvions avoir plus que 2 hémisphères, si on avait 3 hémisphères, peut-être que nous pourrions du coup éviter, échapper à ce plus, moins, blanc, noir, j'aime pas, etc. Peut-être qu'il y aurait une place pour le peut-être, le je ne sais pas, ça dépend, etc. Ben oui, moi je voudrais que ça soit le cas, enfin pour moi, et qu'il y ait une place entre technophilie et technophobie. Et ma position, pour tout dire, elle se réclamerait de ce qui est au fondement de la tradition humaniste gréco-latine. Quand on parle de la technique, en général, d'un point de vue philosophique, évidemment, on ne manque jamais d'invoquer Prométhée. Bon, Prométhée, celui qui vole aux dieux le feu et qui obtient d'Athéna la connaissance des arts et des techniques, bon, et qui permet de doter l'humanité d'attributs qui lui avaient été refusés et qui vont permettre à cette humanité d'engager une histoire, de se développer, de devenir justement un être de progrès. Mais ce qu'on oublie toujours quand on évoque ce mythe raconté par Platon dans le Protagoras, c'est qu'on ajoute quelque chose. Platon ajoute quelque chose. Il dit oui, si les hommes n'avaient été dotés que du feu et des techniques, ils n'auraient pas survécu. Ils se seraient entretués. Ça aurait été une catastrophe absolue. Et c'est pourquoi Zeus, qui était quand même un malin, a envoyé Hermès leur donner ce qui leur manquait, à savoir l'art politique. L'art politique. Ben moi, je crois que c'est ça, l'hominisation. Nous sommes le produit de ces 2 choses, la technique et le langage. C'est ça qui a fait de nous les hommes que nous sommes. Et la technique qui a pondéré le langage, et le langage qui a aiguisé la technique, c'est cette alternance qui nous définit et que tous les paléo-anthropologues identifient. Enfin, regardez le roi Gourand, disant le geste et la parole, selon le titre de son livre, le geste et la parole sont les 2 éléments qui ont coévolué ensemble et qui ont permis à l'humanité de devenir ce qu'elle est. Eh bien, bon, dans l'histoire de la tradition occidentale, la coévolution ne s'est pas toujours faite de manière équitable, mais elle a toujours tenu le coup. Si vous prenez Diderot dans l'encyclopédie, il consacre un article aux arts manuels en disant bon, attention, depuis Platon, on a cessé de dévaluer la technique au profit du langage. Bon, ça n'a pas empêché la technique de se développer, mais elle l'a fait par le biais des esclaves, par le biais des classes laborieuses et dévaluées. La technique s'est trouvée discréditée, dévaluée, au profit des arts libéraux fondés sur le langage. Eh bien, dit Diderot, il faut tordre le bâton dans l'autre sens et faire sa juste place à la technique. Et l'encyclopédie, c'est d'abord, c'est évidemment plein d'articles philosophiques tout à fait passionnants, mais c'est aussi des planches reproduisant les différentes machines, c'est des plans, enfin c'est plein de choses de cet ordre-là. C'est un hymne, l'encyclopédie, à justement la pondération du langage et de la technique. Ben, je crois qu'aujourd'hui, on a amorcé une phase où, décidément, le langage est de plus en plus dévalué. Et même, j'irais jusqu'à dire que les technologies forment le projet d'en finir avec le langage. Alors bon, ça paraît un peu grandiloquent ce que je dis. Je le dis d'abord parce que je me suis un peu dédouané en disant je ne crache pas du tout sur la technique, puisque je la voudrais équilibrée par le langage. Et je dis que si nous n'y faisons pas attention, les technologies d'aujourd'hui sont en train de nous couper la parole, de nous rendre le langage superflu. Alors quand je dis ça, évidemment, les gens me disent « mais qu'est-ce que vous racontez, regardez, avec Internet, dialogue, etc. etc. » Mais non, avec Internet, on est dans une phase, à mon avis, qui conspire à appauvrir considérablement le langage, à l'appauvrir, et à la limite, chez les technologues des NBIC, on joue franc jeu. On dit très fréquemment que c'est avec les mots qu'il faut en finir,
Les mots sont responsables des ambiguïtés de nos relations, sont responsables des malentendus, sont responsables de la violence. Vous avez un technologue très célèbre qui s'appelle Kevin Warwick, vous trouverez sur Internet facilement des renseignements sur ces gens-là, qui travaille beaucoup sur les échanges par voie d'ondes électromagnétiques. Alors il travaille sur des choses qui sont très importantes et qui servent la cause de l'homme. Par exemple, c'est tous les dispositifs qui vont permettre à des tétraplégiques, à des êtres quasi en position végétative, de communiquer avec leur environnement. Donc des implants intracérébraux qui sont couplés à des ordinateurs, lesquels ordinateurs sont couplés à des bras articulés. La seule traduction des potentiels évoqués ou des circuits synaptiques par voie d'ondes électromagnétiques vont permettre d'actionner des bras qui permettront d'écrire, d'ouvrir des portes de placard, etc. Ça existe déjà, ça. Au Minatec à Grenoble, il y a tout un institut qui développe ces technologies-là. Donc, possibilité inouïe, formidable. Mais ce Kevin Warwick, qui travaille là-dessus, il a dans l'idée, lui, d'aller plus loin, de se dire que si on était capable de s'implanter des émetteurs récepteurs d'ondes électromagnétiques les uns les autres, nous pourrions communiquer par la seule pensée. La traduction de mes circuits synaptiques en termes d'ondes qui toucheraient vos propres récepteurs permettrait que je pense quelque chose et que vous soyez réceptif à ce à quoi je pense. Donc on réaliserait une manière de télépathie. Et ce Kevin Warwick n'arrête pas de s'implanter lui-même des dispositifs intracérébraux sous la peau, etc. Et quand on le voit, ce Dailymotion, il parcourt l'espace de son laboratoire sans jamais toucher à quoi que ce soit parce que tout réagit à son passage. Il a mis des capteurs enfin, il a équipé sa femme de casque avec des récepteurs, et il est très très content de ne plus avoir besoin de lui dire quoi que ce soit, d'essayer en tout cas d'obtenir qu'elle perçoive ce à quoi il pense et ce qu'il veut. Pour lui, c'est quelque chose de sérieux, c'est une affaire sérieuse. Mais c'est pas un projet marginal. Ça appartient au pathos de ces technologues qui considèrent décidément que le langage est un obstacle qu'il faut surmonter. Très très tôt, dans Demain les post-humains, j'ai évoqué une grande figure de la linguistique qui est très très oubliée, mais c'est un monsieur qui s'appelle Korzybski, qui a inventé ce qu'il a appelé la sémantique générale. Cette sémantique générale, elle visait, donc dans les années 60, à faire en sorte que notre langage se débarrasse déjà de tous les éléments qui disent les états, au lieu de dire les processus. Donc supprimer par exemple le verbe être, supprimer donc tous les éléments lexicaux et syntaxiques qui ne seraient pas au service du processus. Son idée étant que la technologie favorise le mouvement, la vitesse, etc. Et le langage est un facteur d'inertie. Donc, débarrassons-nous de tous les éléments inertiels du langage. Et puis, dans Demain les post-humains, dans L'homme simplifié, j'ai consacré tout un chapitre, et c'était presque obligé, à Orwell et aux novlangues, parce que il est sidérant de voir à quel point nous sommes aujourd'hui dans une configuration qui ressemble étrangement à ce que décrit Orwell. L'idée de modifier le langage pour modifier la pensée, l'idée d'épurer le lexique de tout ce qu'il peut avoir de compliqué, d'ambigu, etc. L'idée, par exemple, de débarrasser un mot comme le mot liberté de toutes les connotations qui pourraient renvoyer à la révolution, à l'émancipation, etc., pour ne faire dire au mot liberté que le minimum, à savoir
passage libre ou passage pas libre, tous ces éléments que décrit formidablement Orwell, on en trouve des échos dans l'entropie auquel nous cédons lorsque nous voulons être efficaces par voie de tweet, de blog, etc. Voilà sur ce que j'aurais voulu être seulement une parenthèse en un premier temps, dire que ça n'est pas être technophobe que de s'inquiéter de voir se développer de plus en plus de technologies qui portent atteinte au langage, à tout ce qu'il y a de symbolique en l'homme, et tout ce qui prétend donc assujettir l'humanité à des dispositifs et des automatismes. Et dans mon livre, donc Demain les post-humains, je finis par conclure, et je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, sur le fait que le transhumanisme reflétait vraisemblablement une mentalité qui se développe de plus en plus et qui est encline à la dépression. Au fond, dans les sociétés technologisées, nous sommes de plus en plus déprimés. Et la dépression, eh bien, elle se traduit comme une forme de fatigue d'être soi, une espèce de désaffection d'être soi, une honte prométhéenne, comme disait Gunther Anders. Bon, donc quelques mots sur le sous-titre de mon ouvrage, L'homme simplifié. J'ai donné comme sous-titre le syndrome de la touche étoile. Et puis je me suis rendu compte que ce sous-titre a pu paraître un peu déconcertant à pas mal de gens. Alors, de quoi s'agit-il? Dans L'homme simplifié, j'essaie de décrire la façon dont nous sommes de plus en plus assujettis, volontairement, souvent, aux machines qui nous entourent, aux machines qu'on dit intelligentes. Et la docilité dont nous faisons preuve par rapport à elles est un motif pour moi d'interrogation et quelquefois de colère, tout simplement. Et le syndrome de la touche étoile désigne l'expérience que nous faisons les uns et les autres lorsque nous nous adressons à un service public, par exemple, par le téléphone. Appuyez sur la touche étoile, appuyez sur la touche 3, appuyez sur la touche 4, etc. Vous êtes ballotté, etc. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme moi, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, jusqu'au moment où vous avez dans les oreilles les 4 saisons de Vivaldi. Bon, en gros, c'est comme ça, et la touche étoile, eh bien, elle met tout le monde en rage, et elle est emblématique, à mes yeux, de cet univers dans lequel nous apprenons à faire la bête pour obtenir quelque chose de nos machines. Et c'est ça, déjà, le premier pas dans la simplification que je décris. Nous sommes obligés de nous réduire à l'élémentaire, de nous simplifier. Par exemple, lorsque nous avons affaire à un serveur vocal. Avec un serveur vocal, vous ne pouvez pas faire de l'humour, vous ne pouvez pas faire de l'ironie, ça ne sert à rien. Donc vous ne pouvez pas utiliser le langage comme on le fait avec des humains. Non, vous devez donner des mots-clés. Les mots-clés, il faut qu'ils soient dans la base de données. S'ils ne sont pas dans la base de données, vous n'avez rien. Vous devez donc vous transformer en être non pas de signes, mais en être de signaux. Vous êtes émetteur de signaux et vous recevez d'autres signaux. Et un signal, ça provoque un comportement, ça ne provoque pas un échange de signes. Donc c'est ça, cet homme simplifié. Dans ce livre, j'ai essayé de décrire les transformations qui s'opèrent de plus en plus dans nos comportements, non seulement sensorimoteurs, mais dans nos comportements cognitifs. J'ai évoqué par exemple le travail d'un Américain qui s'appelle Nicholas Carr, qui a écrit un livre qu'on a traduit en français sous le titre « Internet nous rend-il stupides ?» Nicolas Carr est un technologue vraiment très, très compétent et très réputé, qui a décidé d'écrire ce livre parce que tout à coup il a pris conscience des transformations cognitives qui se sont opérées en lui du fait de l'utilisation à outrance des machines intelligentes. Et par exemple, il s'est aperçu, mais sans doute comme vous et moi, qu'on était de plus en plus incapable de lire de longs textes,
qu'on était de plus en plus incapable de fixer longtemps son attention sur les mêmes choses. Nous travaillons, nous regardons la messagerie électronique et puis nous faisons plein de choses à la fois. Donc le déficit attentionnel, il l'a vécu sur lui-même. Et puis il s'est aperçu qu'on était de plus en plus incapable de lire des livres comme Guerre et paix de Tolstoï, etc. Et que tout cela, tout ce qui avait fait le fondement de son éducation humaniste, eh bien, était en train de disparaître parce que les compétences cognitives nécessaires pour accueillir tout cela étaient en train de disparaître. J'ai évoqué aussi dans ce contexte un livre fort intéressant de Matthew Crawford, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, qui s'appelle « Éloge du carburateur ». C'est un livre formidable. Le héros qui raconte son histoire, ça n'est pas l'invention, était un étudiant de philosophie américain, passionné de philosophie, mais qui, comme beaucoup en France, au moment de trouver du boulot, s'est dit qu'il ne trouverait pas de poste dans la recherche, pas de poste dans l'enseignement, donc il est allé chercher ailleurs, et il s'est dit, après tout, pourquoi pas aller voir du côté des métiers du web, hein, les connaissances circulent sur le web, on a besoin de têtes bien faites pour savoir organiser ses connaissances. Enfin bref, il y a plein de boulot à prendre là. Les informaticiens sont des spécialistes de tuyaux, mais il y a besoin de spécialistes de contenu. Donc il s'est fait embaucher par une agence dont la mission, le métier, est de vendre des résumés d'articles scientifiques aux organismes de recherche. Donc il y en a plein d'agences de ce genre-là. Donc son travail, lorsqu'il a été embauché, était, à ses yeux en tout cas, de lire des articles scientifiques, de les résumer et d'en vendre le résumé à des organismes qui ont besoin, très très vite, de veille informationnelle. Et puis il est arrivé là, et puis très très vite il a déchanté, parce que d'abord il a compris qu'il fallait qu'il ait de l'abattage, 15 résumés par jour, et puis toujours un peu plus, donc obligé d'aller très très vite, d'escamoter la lecture de ces articles scientifiques. Et puis très très vite, on lui a dit, mais pourquoi tu perds du temps à lire les articles que tu dois résumer? Il y a des logiciels pour ça. Donc il faut que tu te formes simplement à l'utilisation de logiciels qui savent capter les mots-clés, qui savent les mettre en syntaxe et qui savent réaliser des résumés. Donc au fond, il a expérimenté ces logiciels qui se développent aujourd'hui pour, vous savez, réaliser des journaux sans journalistes. Puisque de plus en plus on songe à généraliser ce dispositif. Bon, il en a eu marre, hein, il a tourné le dos à ses belles ambitions, gérer de la connaissance, etc. Et il a ouvert un garage pour réparer des motos. Hein. Donc le taylorisme nouveau autorisé par les technologies cognitives lui a été proprement insupportable. Et puis, donc vous voyez, simplification ici, hein, on lui demandait d'aller à l'essentiel, d'être simplement un être élémentaire et non pas un être de savoir, non pas un être compliqué. Je pose à la simplification la complication, non pas la complexité, je n'ai pas le temps de dire pourquoi. Et puis dans ce livre, je suis allé voir du côté du Japon, de la Corée, hein, du Sud, pays dans lesquels on développe beaucoup une robotique de service. On envisage qu'à court terme, les robots fassent partie du paysage humain. Bon, les Japonais sont une société où on vieillit de plus en plus, hein, et qui ne veut pas recruter de population immigrée. Donc, on mise beaucoup sur des robots pour pouvoir aider les vieux, et puis des robots qui s'occuperont aussi des enfants éventuellement, etc. Et j'ai braqué mon projecteur sur la Corée du Sud qui a décidé d'équiper toutes les écoles maternelles, elles ne sont pas très très nombreuses, il y en a 8000, de robots, hein, de robots enseignants. Je me suis laissé fasciner par ces robots hyper perfectionnés qui sont capables d'augmenter leur vocabulaire grâce
à des dispositifs sophistiqués qui sont capables évidemment de reconnaître les émotions quand un enfant pleure, quand il rit, etc., et de réagir en conséquence, etc. Et puis, je me suis posé tout simplement la question, qu'est-ce que va devenir le futur adulte, hein, qui aura été gardé par un robot babysitter et qui aura appris l'essentiel de ce qu'il aura appris grâce à des robots. Que deviendra-t-il lorsqu'il sera confronté à la société adulte dans laquelle il découvrira des adultes qui sont victimes de sautes d'humeur, qui manient un langage parfois ambigu, etc. Quelle sera la possibilité qu'un enfant s'adapte à une société humaine si il provient d'un monde qui l'a éduqué avec des robots. Donc ce genre de choses, on en fait partie de mon enquête, mais cette enquête, elle était au service d'une grande question, d'une question générique. D'où vient que l'homme se laisse fasciner, séduire par des dispositifs qui l'abstractisent, qui font de lui une abstraction, qui le simplifie parce que il est modelable en termes d'abstraction. Et cette considération-là m'a conduit à dresser une toile de fond qui est constituée par l'univers de la technique que nous avons créé. L'univers de la technique dans lequel, depuis longtemps, les penseurs de la technique le disent, nous consentons de plus en plus à être interchangeables. Nous consentons à être des êtres unidimensionnels, susceptibles d'être remplacés. Hein, par définition, le monde de la technique a besoin d'hommes qui sont toujours remplaçables. Nous n'avons aucune importance, et c'est particulièrement vrai dans le monde du web, dans le monde des internautes, où on ne cesse de nous dire que grâce à la connexion de nos ordinateurs, nous sommes en train de créer un cerveau planétaire, hein, le cyberespace, et dans ce cerveau planétaire, chacun d'entre nous, derrière son ordinateur, n'est qu'un neurone, un tout petit neurone, hein, qui fait passer de l'influx ou qui l'arrête, et un neurone, ça n'est rien, ça peut disparaître, c'est toujours remplacé par un autre neurone. Nous sommes des neurones, et quelle que soit l'importance que nous souhaitons nous donner, de fait, nous ne sommes pas plus que cela. Hein, et je passe sur le type de morale qu'on voudrait voir se développer sur cette base-là. Donc, cette espèce de consentement, de propension à se laisser simplifier à ce point-là, à laisser écarter toute dimension d'intériorité en nous, c'est un objet d'interrogation philosophique qui me paraît proprement urgent. Alors quand on fait l'histoire, on peut dire, on peut faire commencer les choses là où on veut. Par exemple, moi je pense que Quetelet, qui a inventé la statistique, est pour beaucoup responsable de l'invention de l'homme moyen, et l'idée que Monsieur Tout le Monde est une réalité à laquelle il faut souscrire. Je pense que parmi les événements importants dans l'avènement de cette éviction de l'intériorité, il y a eu le positivisme d'Auguste Comte, hein, congédiant l'introspection en disant de la vie intérieure on ne pourra jamais faire une science parce qu'on ne peut pas être à la fois sujet et objet de l'observation. Ça a été extrêmement important, ça a donné lieu au développement de la psychologie du comportement au début du XXe siècle aux États-Unis. Cette psychologie du comportement qui a déclaré qu'on ne pouvait pas faire la psychologie d'une vie intérieure qui n'avait aucune réalité observable. Hein, la seule psychologie qu'on pouvait faire, c'est une psychologie basée sur le fait que nous sommes des boîtes noires qui recevons des inputs et qui émettons des outputs, hein, ou des stimuli et qui générons des réponses. Bon, tout cela s'est fait vraiment sans douleur. Et quand la cybernétique, à la fin des années 50, a déclaré qu'elle voulait réaliser l'homme artificiel,
c'est passé très très facilement. Et aujourd'hui, les sciences cognitives, dont François disait gentiment que j'en avais une bonne connaissance, les sciences cognitives ne me donnent que ce spectacle-là, le spectacle d'une obsession à se débarrasser des représentations mentales, de l'intentionnalité, de la conscience, et de nous décrire comme limités vraiment à l'essentiel. Et de fait, nous sommes bel et bien des animaux comme les autres, avec un certain nombre de pulsions, et puis de dispositifs de réception, de stimuli et d'émission, de réflexes. Donc cette conquête des automatismes sur nous, elle est vraiment plus que réalisée. Hannah Arendt disait que Homo faber avait été supplanté par l'animal laborans, et elle disait quelque chose de très profond, cela dans les années 1950. Nous sommes devenus des animaux laborans, et nous sommes réduits, nous sommes restreints à des dispositifs élémentaires. Et la société sous son angle industriel et économique, n'attend de nous que des réactions d'ordre élémentaire. J'ai aimé aussi, je pense que je vais bientôt arrêter malheureusement, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais j'ai aimé aussi rencontrer dans mon enquête le succès considérable de l'ouvrage de Thomas Friedman, qu'on a traduit récemment en français, mais qui a fait plusieurs millions d'exemplaires très vite aux États-Unis. Ce livre s'appelle The World is Flat. The World is Flat, ça a été traduit par La Terre est plate. Et c'est un livre qui montre comment les technologies ont aplati le monde, ont permis que tout soit mis en présence dans une espèce de synchronie, dans une espèce d'ubiquité. Le livre commence justement par l'évocation des serveurs vocaux. Vous prenez votre téléphone, vous appelez Darty, et vous avez au téléphone, quand vous arrivez à toucher toile, etc., quand vous y êtes parvenu, vous avez souvent une voix qui n'est manifestement pas francophone à l'origine. C'est un centre d'appel qui a recouru à quelqu'un qui est à Madagascar ou en Inde, à qui on a appris les rudiments d'un français approximatif, et surtout à qui on a appris à réciter des modes d'emploi. Bon, et le livre de Thomas Friedman commence comme ça, il dit voilà, c'est ça, cette proximité, contraction du temps, de l'espace, etc. Mais Thomas Friedman ne le dit pas pour le déplorer. Il adhère complètement à ce monde-là. Il dit, mais c'est ça l'unification de la planète que nous avons réalisée. Et dans le contrepoint de cette enquête, je me suis particulièrement intéressé à une question qui est très actuelle, qui va devenir très actuelle, qui est la question de l'autisme. Parce que je me suis dit, mais au fond, on est en train de faire de nous des autistes. Ça paraît évident, autisme pris au sens vraiment vague, c'est-à-dire les gens qui ont de plus en plus de troubles de la communication, parce que précisément les machines formatent nos communications de manière exagérément simplifiée. Et j'ai découvert que dans le monde des technologies des connaissances sur le web, il y avait de plus en plus d'agences qui proclamaient qu'elles embauchaient prioritairement des autistes. Pas des autistes, il y a plusieurs sortes d'autisme, des autistes d'Asperger. Les autistes d'Asperger sont des individus qui ont souvent des facultés cognitives super développées, très développées, qui comptent très bien, qui savent classer des choses très bien, etc., qui ont la vertu d'être assez obsessionnels, qui communiquent très mal. C'est pas la peine de leur téléphoner, ça marche pas avec eux. Et pour les métiers du web, ils sont super champions. Et j'ai découvert un certain nombre de ces sociétés, de ces agences qui utilisent des autistes en disant qu'il ne fallait plus parler de cet autisme-là comme d'une pathologie, comme d'un handicap, mais on avait affaire à des variants humains.
Donc, vous voyez les petites variations qu'on introduit dans l'environnement et qui vont faire mutation, etc. Et me dire que on pouvait idéaliser cette forme d'autisme en considérant qu'elle était au mieux adaptée au monde des technologies que nous développons, là je me suis dit qu'il y avait quelque chose de grave, quelque chose était en train de se passer dans notre représentation de l'humanité qui pouvait être extrêmement pénalisant. Bon, écoutez, j'aimerais conclure par des choses plus légères. Est-ce qu'il y a une issue à tout cela? Et j'essaie de suggérer qu'il y a peut-être une issue, mais que cette issue, elle va passer sans doute par un consentement à une forme de simplicité, une simplicité volontaire. Pas simplification, mais simplicité. Il y a des mouvements au Canada qui s'appellent le mouvement pour la simplicité volontaire, sur le mode de la servitude volontaire. C'est des mouvements qui en appellent non pas à la suppression des technologies, loin de là, mais à une espèce de sobriété technologique, qui en appellent à un retour à des formes de convivialité que peuvent permettre les technologies, qui affrontent la question de la décroissance, non pas comme sur un mode réactionnaire, mais en invoquant le développement durable, des choses comme ça. Je crois que se développent de plus en plus des tendances qui vont dans ce sens-là, qui vont dans le sens d'une certaine résistance aux outils déshumanisants que nous produisons. Alors ça peut prendre des formes violentes, comme les mouvements ludites en France, Pièces et main-d'œuvre à Grenoble ou autres, qui sont des mouvements vraiment qui veulent casser de la technologie, mais ça peut prendre aussi des formes de militantisme associatif. Par exemple, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se liguer contre ces administrations qui se dissimulent derrière des serveurs vocaux, qui ont un cynisme honteux, parce que vous entendez quand même de plus en plus dire que tout cela, ça permet non seulement de faire des économies et donc du profit, mais ça permet aussi d'éviter d'affronter un public qui est toujours incommodant. Donc il y a vraiment une forme de cynisme contre lequel il faut aller. On doit pouvoir se liguer contre des centres d'appel, contre les logiciels de simulation du comportement humain considérés comme l'explication de l'être intérieur. Bref, on doit pouvoir chercher à réactiver dans l'éducation les humanités. Là, il y a des mouvements qui se dessinent. La philosophe américaine Martha Nussbaum, que vous connaissez forcément, est extrêmement intéressante. Elle considère qu'aujourd'hui, rien n'est plus urgent que d'essayer de développer chez nos étudiants les yeux intérieurs, comme elle dit, les yeux intérieurs. Et pour elle, la littérature et pour moi aussi, la littérature a un avantage considérable, c'est qu'elle décrit l'humain comme un être compliqué. Et elle peut être un bon antidote contre toutes ces technologies qui veulent nous simplifier. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel pour cet exposé qui, je pense, aussi nous permet de découvrir toute une série de menaces, mais aussi de techniques qui ont un prisme très large. Je crois que ce que je vais faire là, pour la première question, c'est peut-être engager le débat en essayant de vous apporter une petite contradiction pour la discussion, qui serait d'abord cette question sur le fait que cette inquiétude que vous manifestez n'est peut-être pas forcément nouvelle. C'est-à-dire que je me demande si cette inquiétude n'a pas toujours accompagné les révolutions technologiques. On peut penser à une récente, au XIXe siècle, à la révolution industrielle. Si on se souvient des textes, aussi bien du côté des scientifiques, des biologistes, des naturalistes, que du côté donc de la technique industrielle, toutes les utopies qui sont nées et en même temps toutes les craintes
On peut lire Enel, bon, Darwin aussi, mais Prosper Lucas, ou voir ça à travers la littérature, à travers Zola, le docteur Pascal, qui nous en donne un bel exemple, où on peut se dire voilà, qu'il y avait une utopie, l'idée qu'on va pouvoir se trouver des vaccins, s'inoculer soi-même le contrepoison, se transformer, ne plus mourir, être heureux, et avec en même temps ces réactions sur la terreur que produit par exemple le chemin de fer, les réactions contre le chemin de fer aussi, etc. Donc c'est juste vous dire, voilà, est-ce que finalement le manque de recul, parce qu'aujourd'hui on s'en amuse, mais le manque de recul par rapport à l'innovation technologique ne nous amène-t-il pas justement à avoir ce type de crainte et juste pour revenir à un certain nombre de références philosophiques, quand vous mettez en cause ces utopies technophiliques ou technologiques, après tout, est-ce que ce dont elles sont porteurs, c'est-à-dire l'idée d'une amélioration, d'un progrès et d'un eugénisme, est-ce qu'elles ne sont pas déjà là au départ de la philosophie? Vous avez cité Platon, et à un moment donné, quand vous avez dit oui, quelle horreur finalement pour ces technophiles, il faut abolir la naissance, hein, c'est horrible de naître. Mais est-ce que Platon ne nous dit pas la même chose dans le Timée, quand il évoque la création du monde? Alors là, au départ, tout était parfait, il suffisait de créer des êtres, ça fonctionnait, puis alors, les dieux en ont eu un peu assez, ils ont délégué. Hein. Au départ, il y a toute une série de délégations, l'idée, les dieux, et puis finalement les hommes, on leur dit, bon, débrouillez-vous vous-même, et donc on a inventé à ce moment-là la sexualité, on a inventé la femme, et donc la génération. Donc on passe d'un monde idéal à un monde dégénéré où on est obligé, pour continuer, de passer par la naissance, quoi. Donc finalement, et alors, pour le coup, si vous disiez, oui, sur la politique de Platon, dans la République, l'eugénisme, là, il est quand même assumé. Hein. Il s'agit quand même de séparer les familles, de construire des hommes idéaux. Donc, au bout du compte, ces utopies, est-ce qu'elles n'ont pas toujours été là, fantasmées soit par la philosophie ou provoquées par les révolutions technologiques? Donc voilà, ça serait la question. Et du coup, si on considère que c'est récurrent dans les utopies et les fantasmes de l'humanité, voilà, quel est le rôle du philosophe? Est-ce qu'il est, comme vous semblez prendre un peu reprendre un peu cette fonction de nous prévenir et d'être du côté finalement de la préservation, hein? On a connu des périodes où les philosophes étaient du côté de l'émancipation, de la libération, et après tout aussi l'esprit des Lumières peut-être est aussi dans cette idéologie-là. Et on a l'impression qu'aujourd'hui peut-être les philosophes depuis, je dirais, les années 80 sont plutôt du côté oui, non plus du côté du futur, mais du passé, de la préservation, du patrimonial, puisque c'est aussi, on est aussi dans une ère qui est devenue patrimoniale, peut-être par rapport aussi à la fin des utopies meurtrières et délétères qu'on a connues au XXe siècle. Mais voilà, alors du coup, est-ce que le philosophe doit être comme une sorte de gardien, hein, comme ce que disait Spengler, voilà, le dernier qui voit à son poste, le gardien qui voit les cendres de l'Etna se tomber sur lui. Donc, ou bien n'est-il pas, non c'est à Pompéi, pardon, mais n'est-il pas, est-ce qu'il ne pourrait pas être quand même malgré tout ouvert à la technologie? Je pense à la figure de quelqu'un comme Michel Serres, qui, tout en étant soucieux de la préservation de la nature, du développement durable, etc., voilà, malgré tout explique que il y a une transition aujourd'hui qui est difficile pour nous, dans laquelle sont nés ceux qui sont plutôt de la génération 85. Il dit voilà, aujourd'hui il y a ceux qui sont nés après 85 et ceux qui sont nés avant. Donc nous, Michel et moi, sommes plutôt avant. Du coup, est-ce que nous ne sommes pas condamnés peut-être à une position qui serait de ne pas comprendre? Je ne dis pas pour vous parce que vous vous intéressez absolument à tout, vous avez une grande connaissance de tout ce qui bouge dans les techniques, la biotechnologie, etc. Mais voilà, est-ce qu'on est condamné à cette posture philosophique du souci de la préservation de l'humain, une certaine idée de l'humain,
Voilà, c'est ma question. Bon, ben, je vais essayer de ne pas être trop long quand même dans une question qui est une question très, très ouverte. En tout cas, juste sur la dernière phrase, je crois déjà que le travail du philosophe aujourd'hui, c'est justement de s'intéresser au plus près à ces technologies. Oui, vous le faites, donc il y a déjà ça, ce qu'on ne faisait pas traditionnellement. Il faut fréquenter les laboratoires, il faut fréquenter les scientifiques, les technologues, parler avec eux, discuter avec eux, etc. Alors, concernant l'objection de fond, qui consiste à dire, au fond, vous êtes en train de rejouer ce qu'on a toujours joué dès qu'il y a eu la moindre technique. Vous êtes en train de nous refaire le coup du mythe de Teut. L'écriture va ruiner l'âme, parce que ça va ruiner la mémoire, etc. etc. Pour une part, oui, je dois bien confesser qu'il y a de cela. Maintenant, l'argument qui consiste à dire, ça a toujours été, et pour moi, un argument trop quiétiste, trop apaisant, trop banalisant, pour être sensible à la spécificité que peuvent avoir nos technologies. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre l'apparition du chemin de fer et la possibilité d'implants intracérébraux qui pourraient modifier nos humeurs. Je crois que les technologies auxquelles on assiste aujourd'hui sont des technologies dites intelligentes, dites cognitives, qui ont quand même pour vocation, non pas de transformer notre environnement, mais de nous transformer. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et ces technologies, elles nous transforment, pour autant que je puisse m'en apercevoir, non pas dans le sens d'une complexification, au sens où nous serions capables de mieux réfléchir, de mieux comprendre, etc., mais de cette simplification que j'ai suggérée. Je prends un exemple tout simple, si vous le permettez. On se sert de plus en plus pour augmenter, pour booster l'esprit de certaines molécules qu'on a expérimentées de manière très très positive sur des malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Par exemple, la modafinine, la ritaline, qui sont des psychostimulants qui permettent de fait à des Alzheimer de ne pas avoir trop de problèmes de mémoire et d'avoir une aptitude à la concentration. On s'en sert de ces molécules pour booster l'esprit, d'être valide, pour les augmenter. Mais on a maintenant un peu de recul, on a quelques années de recul pour voir si ça a permis l'augmentation, l'amélioration de ces gens-là. On s'est rendu compte il y a un article dans le dernier numéro de Pour la Science tout à fait passionnant là-dessus, on s'est rendu compte que sur des êtres valides, ces molécules-là, elles développaient des compétences qui étaient toutes entières de l'ordre des automatismes. Ils vont mémoriser plus d'objets dans des listes, ils vont être capables de calculer plus vite, ils vont être capables de faire d'être performants dans des activités automatiques. Autrement dit, ils vont être capables de faire ce que font bien mieux que nous les machines. Donc on est en train de déchanter là-dessus. Donc ces technologies d'amélioration sont des technologies qui, à mon sens, sont en deçà de ce qu'on pouvait espérer de l'humain. Alors vous allez me dire, oui, mais là aussi, il y a un alarmisme qui peut très bien être parfaitement solutionnable. Enfin, on doit pouvoir... et c'est là où je crains qu'on n'aperçoive pas suffisamment que la spécificité des techniques tend à réaliser des choses qui sont de l'ordre de l'irréversible. Alors,
vous me dites, bon, Platon, la métaphysique, etc., portent déjà la trace de toutes ces utopies d'une transformation de l'homme. Alors, il y a d'abord une différence, c'est que ces utopies, elles étaient de l'ordre du discours, de la représentation. Là, on n'est plus tout à fait dans l'utopie, puisqu'on est dans l'ordre de la réalisation. Donc, première chose qui est différente. Et puis, par ailleurs, sur le plan très très général, je ne suis pas heideggerien, mais je trouve extrêmement intéressant la thèse de Heidegger, selon laquelle les technologies modernes, pour lui la technologie moderne c'était la cybernétique, les technologies modernes sont le devenir-monde de la métaphysique. Et je crois qu'il a profondément raison. Nos technologies visent à réaliser la métaphysique. Gunther Anders le disait aussi très très bien. Il disait au fond, le système autosuffisant qui supprime l'altérité, hein, dont ont rêvé tous les idéalistes allemands, ce système qui culmine avec Hegel, au fond, on est en train de le réaliser via les technologies qui produisent de la mondialisation, qui vont aussi supprimer l'altérité, qui vont réaliser une mise en réseau monadologique généralisée, etc. Donc, je ne peux pas considérer que les philosophes des traditions métaphysiques seraient une objection ou nous inviteraient à relativiser ce que nous faisons, parce que nous faisons ce que précisément ils avaient rêvé. Je préférais que vous m'objectiez Bacon, Francis Bacon, qui lui aussi, dans la Nouvelle Atlantide, décrit quantité de technologies, de clonage, etc. etc. Mais qu'est-ce que c'est l'île de Ben Salem qu'il décrit dans la Nouvelle Atlantide? C'est une île qui est dirigée par un sénat de sages, hein, qui parlent, qui discutent, hein, qui réfléchissent sur la finalité des technologies, qui prennent des décisions collectives, où là on a idéalement la coexistence du langage et des techniques et ces mouvements d'aller-retour. Bon, il écrit ça au début du XVIIe siècle, c'est extraordinaire. Donc je préférerais largement qu'on aille voir de ce côté-là. Et puis alors, concernant le... Alors, vous avez été gentil, vous n'avez pas... Vous avez dit, est-ce que vous pensez que le philosophe, la mission du philosophe est de préserver, etc. Vous auriez pu dire conserver, hein, conservateur. Mais là, non, parce que je ne veux pas tomber justement dans oui, progressisme conservateur. C'est bien. Mais moi, j'aime bien, quand on parle de conservatisme, ce que disait assez magnifiquement Hannah Arendt. Vous connaissez ce texte, sans doute, dans La crise de l'éducation. Elle disait que pour préserver le potentiel révolutionnaire qu'il y a dans chaque génération, il faut que l'éducation soit conservatrice. C'est pour autant que nous saurons présenter aux enfants le monde que nous leur avons fait, hein, qu'ils pourront exercer leur ambition révolutionnaire et naturelle de ce point de vue-là. Et je crois beaucoup je pense qu'il y a du révolutionnaire dans les positions conservatrices. C'est pas rhétorique, ce que je le crois. Bon. Des questions? Serge, poursuivre sur cette réflexion justement à la Arendt sur la crise de la culture. Le problème que ça pose, c'est que si au bout d'un moment il n'y a plus que du révolutionnaire, alors comment on continue à conserver ce qui était passé, quoi. Ça me semble poser un problème quand même au bout d'un moment de considérer qu'à chaque fois on accepte les révolutions, et si à chaque fois c'est révolutionnaire, donc comment on fait pour comprendre? Il y a un problème et dans ce que vous avez décrit, je pense qu'il y a un problème de temps, de temporalité. C'est-à-dire que c'est justement l'élimination de la temporalité qu'on vise. Et alors, une petite contradiction que je vois, c'est que vous avez dit à un moment donné, vous n'êtes pas technophobe, mais vous n'avez donné aucun exemple de positivité de ce qu'il pouvait y avoir dans les nouvelles technologies. Je m'étonne un petit peu voilà, de cette prise de position. Si je l'ai fait. Quand j'ai parlé du tétraplégique, oui, qui enfin, la majorité, le panorama général qu'on voit, c'est que de toute façon, c'est assez négatif, quoi. Enfin, les résultats, alors, effectivement, le problème que ça pose, c'est que si effectivement on élimine au fur et à mesure le langage, le symbolique, comment on fera le tri? Comment on pourra justement arriver à faire le tri de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, voilà, c'est cette course dans la temporalité qui me semble poser un problème éthique et moral dans justement ce temps où justement, parce que bon, c'est bien de dire on veut vivre une vie simplifiée, mais simplifiée en acceptant à chaque fois les nouvelles technologies qui arrivent au fond. Donc,
simplifier quoi? Enfin, c'est ça que j'ai du mal à comprendre dans ce que vous avez annoncé des individus qui seraient dans une vie simplifiée mais qui accepteraient quand même la technologie. Donc quelle technologie il accepterait et laquelle il n'accepterait pas? J'ai du mal à suivre ça. Oui, mais peut-être que je n'ai pas été clair, c'est seulement pour ça. Mais bon, je vais prendre un exemple. Moi, je me sens simplifié lorsque je suis un code barre. Je suis un code barre quotidiennement. C'est-à-dire que je suis l'objet d'un scan qui me déchiffre comme une abstraction. Je suis simplifié ou je vois des gens simplifiés lorsqu'ils, dans le monde du travail, acceptent d'être des Kleenex qu'on utilise et qu'on jette et qui s'habituent à cette condition-là. Des êtres simplifiés, c'est les êtres tels que on en trouve dans tous les hôpitaux, qui acceptent de n'être plus que des corps auxquels on peut parler à la troisième personne, et ils ne sont plus que des supports d'organes, qui n'ont plus justement la ressource de l'échange par voie de langage qu'il y avait avec le médecin, etc. Il y a plein de comportements. La simplification, c'est la représentation que l'on se fait de soi-même de plus en plus, et qui nous conduit à cette espèce de résignation. Quand on vous dit c'est la mondialisation, on ne peut rien faire, c'est là. Donc vous avez raison sur les questions de temporalité, parce que ce que cherche aussi à produire les technologies, c'est l'abolition du temps, évidemment. C'est bien évidemment cela. Comme la métaphysique, d'ailleurs. La métaphysique et la technologie ont ça en commun. C'est qu'il faut arriver à cette espèce de stase. Et les transhumanistes ne rêvent rien que tant que cette espèce de bonheur, qui nous mettra à l'abri de l'histoire, c'est-à-dire nous emborder de l'histoire. Le fantasme du clonage, c'est l'abolition du temps, puisqu'on sera dans la répétition, on aura conjuré la nouveauté. C'est peut-être un peu trop facile de le dire comme ça, mais c'est de ça qu'il s'agit, cette espèce d'engouement pour la reproduction. Toutes nos technologies sont des technologies de reproduction. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Alors sur la question de la révolution, bon, il faut prendre ça à minima et dire simplement chaque génération entend réfuter la génération précédente. C'est ça le minimum révolutionnaire qu'il y a dans chaque génération. Mais pour qu'on puisse exercer ce pouvoir de réfutation, encore faut-il qu'il y ait quelque chose devant. Mais si on se défausse, et si ce monde, on ne l'assume pas, et vous savez d'ailleurs quand Hannah Arendt disait cela, le conservatisme est nécessaire à l'esprit révolutionnaire, c'était pour s'insurger contre le laxisme éducatif de l'époque. C'était contre libres enfants de se nourrir, et c'est contre tout le comportement de la génération d'après-guerre qui était tellement honteuse d'avoir laissé s'installer la catastrophe totalitaire qu'il fallait gâter les enfants, il fallait les laisser libres, etc. etc. C'est ce laxisme révolutionnaire qui était répulsif pour Hannah Arendt, parce qu'il ne permettait pas aux enfants d'assumer précisément le monde comme le repoussoir qui leur permettait de grandir. Il disait bien quand même que justement cette question du conservatisme et du révolutionnaire créait un espace public ou un espace politique fragile. Oui, bien sûr. Juste cette fragilité-là. Oui, tout à fait. Une autre question, il y a deux questions ensuite. Allez-y. Oui, peut-être c'est une question un peu rhétorique, mais je la pose quand même. Bon, est-ce que dans cet horizon du post-humanisme, où vous avez dit au début de votre intervention qu'il n'y a pas la naissance, il n'y aura plus la naissance, la souffrance, la vieillesse, la mort, la conscience et j'imagine aussi l'inconscient, est-ce qu'il y aura un lieu pour l'art en tant que lieu où jusqu'à maintenant l'homme s'est accompli, ou pour utiliser votre expression, c'est un rachel humain,
en arrivant à une sorte d'immortalité figurée que les technologies maintenant cherchent d'une autre façon. Car il me semble, d'après ce que vous m'avez dit, vous avez dit que pour moi c'était un peu nouveau, un peu considérant, quand même que ce qu'on va perdre, ce n'est pas seulement la fragilité, humaine, mais c'est aussi la capacité, la faculté de juger au sens conscient, de mettre le jugement debout, c'est-à-dire d'un plaisir désintéressé. Et peut-être qu'on peut pousser les choses un petit peu plus loin, en tant que la faculté de juger, c'est justement la faculté de juger du plaisir qu'on éprouve. Est-ce que si on perd cela, la thèse freudienne qui était exposée dans le malaise de la civilisation, au début tous les hommes cherchent le bonheur, cherchent le plaisir, ne va pas s'effacer, se perdre de contenu. Et donc cet homme très qui seront nos successeurs, mais même pas nos héritiers, parce que qu'est-ce qu'ils vont hériter de nous? Est-ce que ces hommes très performatifs, quel sens donneront-ils à leur vie immortelle? C'est pas du tout rhétorique votre question, elle est même abyssale, parce que c'est vrai. Qu'en pourrait-il être de l'art si on accompagne les spéculations des transhumanistes? J'ai envie de dire que, pour le coup, l'art est bel et bien une chose du passé, parce que l'abolition du désir, parce que s'il n'y a plus la mort, il n'y a plus le désir, hein, c'est évident. S'il n'y a plus la finitude, il n'y a plus le désir. L'abolition du désir, c'est la mort de l'art. L'art, quoi qu'on fasse, est vraiment l'enfant même du désir. Un désir d'immortalité, désir... bon, et puis l'art, il est aussi fonction du temps, hein, parce que le désir appelle le temps également. Donc, j'ai bel et bien l'impression, enfin, d'abord, factuellement, enfin, quand on lit la littérature transhumaniste ou post-humaniste, il n'y a pas beaucoup de place pour des considérations artistiques, sinon dans le domaine du bio-art. La biologie de synthèse accueille de plus en plus des performances artistiques. En biologie de synthèse, on voit de plus en plus d'artistes qui s'attachent à hybrider le vivant avec des dispositifs électroniques, microprocesseurs. Vous en avez vu sans doute. Pour le tissu aussi. Voilà, c'est ça. Donc là, oui, et voilà, l'exercice artistique là consiste à essayer de faire émerger du nouveau sur la base de cette hybridation de la technique et du vivant. Les grands artistes qui sont cultivés dans les mouvements transhumanistes, c'est Orlan, c'est Stirlach, vous connaissez peut-être ces gens qui... Alors Orlan est assez connue, c'est une femme qui n'arrête pas de subir des opérations chirurgicales. Hein, donc elle s'est mis des cornes, elle a des cornes, je ne sais pas de quel animal sont issues ces cornes. C'est pas des cornes, c'est des implants. C'est pas des implants. C'est des implants, juste des implants. Deux bosses. Deux bosses, enfin en tout cas, bon, c'est pas elle qui avait une oreille, mais elle a eu aussi une oreille, je crois. Non, c'est un autre américain. Non, ça, c'est l'expérience des scientifiques sur la souris oreille. Là. Oui, mais ça a été aussi l'objet Alors, enfin, bon, donc c'est des artistes qui travaillent sur le modelage, le remodelage, sur la plasticité corporelle. Hein, et puis, il y a ces artistes qui entendent mettre l'art au service de la dématérialisation. Hein, bon, bon, pour vous répondre, il y a sans doute une ouverture cet art, mais je crois que la mort du désir, la volonté d'en finir avec le désir, c'est la mort annoncée de l'art. Question. Oui, en fait, en deux temps, a priori, juste pour faire le pendant, ça ne revient pas cette décision, cette initiative de proposer des choses liées à
des choses, enfin des actes artistiques par rapport à la biologie de synthèse ne vient pas de ces transhumanistes. Première chose, et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il me semble que Sloterdijk, comme Glissant, qui représente l'inverse effectivement de ce transhumaniste, qui a passé, je crois, qui a consacré toute son œuvre à lutter contre tout le monde pour un tout le monde qui représente le divers et toute autre chose, bien entendu, où la conscience a une place essentielle, etc. Me semble important d'être précisé parce que vous avez en fait effectivement un panorama assez négatif de ces utilisations effectivement de la technologie moderne, qui pourrait être autre, sans préciser quelle est la position en fait justement de ceux qui les créent, comme de ceux qui provoquent cet anéantissement, pour reprendre une expression d'Hannah Arendt, qu'il attribuait au Deuxième Guerre mondiale, l'anéantissement de l'être humain par les codes barres, c'est d'autres codes qui marquaient qui s'imprimaient sur les prisonniers. C'est la même chose puisqu'on détruit l'être humain, mais à l'échelle individuelle, non plus à l'échelle de masse, mais quand la mondialisation, effectivement, ça devient stigmatisation, destruction par ces robots. Et effectivement, c'est une question concernant justement ces transhumanistes eux-mêmes, qui tendent à évacuer ceux qu'ils sont, aussi, c'est-à-dire les hommes, avec une conscience, etc. Vous en parlez très peu, et c'est assez étonnant au XXe siècle d'avoir cette position, surtout qu'avec les progrès faits par les environnementalistes, c'est-à-dire ceux qui défendent des positions liées comme une recherche écologique qui s'appuie sur l'altérité, donc sur la rencontre avec le visage humain et l'avenir avec ce visage, non pas à son éradication, justement avec divers, cette fois-ci on a sur la biodiversité, etc. On a un retour, le recycling, etc., qui se fait d'une manière qui n'est pas conservatrice au sens négatif, musée, enfin, qui enfermerait dans le musée de manière négative. C'est une image qui revient aussi, qui est très critiquée. On a réflexion sur les musées qui enferment les choses. Et c'est une chose. Et deuxième chose, vous parlez visiblement de quelque chose, d'une invention qui est liée au cerveau. Je ne connais pas si bien que ça, mais qui serait liée à des capteurs qu'on met dans la tête de quelqu'un pour pouvoir avoir une transmission de pensée, voire un dialogue. Est-ce que ça existe vraiment et est-ce que c'est allé plus loin? Est-ce que ça a été fait sur des êtres humains, des cobayes qui ont imposé? Est-ce que c'est acceptable au niveau éthique? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de conseil éthique qui se forme à ce sujet-là lorsqu'il n'y a pas d'accord des personnes? Parce qu'il ne me semble pas que ce soit autorisé sur les êtres humains. Bon, il y a plusieurs volets à votre question. Oui, vous m'avez demandé est-ce que on sait ce que veulent ceux qui font ces technologies-là. Je ne pense pas qu'on puisse céder à l'idée qu'il y aurait une conspiration, qu'il y aurait des technologues qui nous fabriqueraient des choses absolument insupportables, inadmissibles. Je crois qu'il y a une dynamique de l'innovation technologique qui produit des choses que personne ne veut, à proprement parler, et qui néanmoins s'imposent. Hier, j'avais un dialogue avec Jean-Paul Laumont, qui était titulaire de la chaire Bettencourt au Collège de France l'année dernière, et qui enseigne la robotique à l'ENS. On avait donc un dialogue pour une petite chaîne de télévision, et je tenais un discours qui pouvait lui apparaître catastrophiste, et lui me disait mais non, mais tout ça il disait pas c'est à côté de la plaque, mais il disait c'est très très exagéré. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour faire des robots qui doivent pouvoir passer dans un couloir, on calcule les mouvements, on fabrique des rotules, enfin, etc. Donc, il était dans une perspective résolument pragmatique, et cette robotique, c'est lui qui l'a fait, néanmoins. Et cette
robotique, eh bien, elle est prise en charge ailleurs pour faire, bon, pour l'instant, des hôtesses de salon qui sont confondues à s'y méprendre avec de très jolies femmes. On fabrique de l'empathie, on prétend fabriquer de l'empathie sur des robots, etc. Donc tout ça pour dire qu'il y a non pas des tâcherons de la technologie, mais des technologues qui travaillent dans des secteurs extrêmement pointus, hein, et qui non plus, et qui ne s'intéressent pas à la dimension, disons, macro des objets qu'ils vont produire. Donc il n'y a pas de conspiration, il y a une dynamique de l'innovation qui fait que on est en train de plus en plus de multiplier les objets qu'on appelle intelligents et qu'on puisse appeler des objets intelligents. Vous voyez déjà qu'il y a une perte du sens commun intéressante aussi à analyser, mais des objets intelligents qui vont équiper les voitures du proche avenir, qui vont équiper les tissus, qui vont équiper les murs, etc. Il n'y a pas de conspiration, il y a à chaque fois des petites réalisations, mais qui transforment, peut-être en bien d'ailleurs, parce que là, vous me posez tout à l'heure la question, est-ce qu'il y a des technologies qui me paraissent intéressantes? Évidemment, j'ai un iPhone, comme tout le monde, ou presque, j'ai un ordinateur qui me sert formidablement, et en même temps qui m'impatiente. Non, mais c'est cette espèce de prise d'hégémonie des technologies qui émanent de secteurs d'activité multiples et diverses, c'est cette prise d'hégémonie et cette insouciance qui est celle de nous, consommateurs, qui m'inquiète, qui me préoccupe le plus. Alors il y avait un deuxième volet à votre question concernant la réalité de ce que j'évoque. Écoutez, franchement, je ne suis pas du tout dans le discours hype, dans le discours hyperbolique. Ce dont j'ai parlé, là, ça existe bel et bien. Là, je vous recommande simplement d'aller voir sur Internet, tapez simplement transhumanisme, hein, et vous verrez, vous aurez des milliers de sites et vous aurez la présentation de certains dispositifs, par exemple, le dispositif consistant à transformer un circuit synaptique en impulsion électromagnétique, hein, couplé à des récepteurs eux-mêmes couplés à des instruments. Ça existe. Hein, ça n'est pas... Alors il y a un jeu vendu aux États-Unis, vous qui allez souvent aux États-Unis, vous le savez peut-être, ce jeu qui consiste à bouger des objets rien qu'avec de la concentration. Hein. C'est une espèce de tube avec des boules, et puis vous devez vous exercer à vous concentrer, à faire monter les boules. Bon, ça amuse beaucoup. C'est des petites choses de rien du tout, mais qui indiquent bien vers quoi on entend diriger de plus en plus les jeux. Pour donner quand même une version positive, quand même, ces capteurs sensoriels permettent à des aveugles d'avoir des sensations qu'ils ne connaissent pas, et ce n'est pas, et de voir d'une certaine manière. Donc voilà, il y a quand même aussi des effets positifs. Tout à fait, très, très positifs. Des usages positifs. J'en parlais encore hier, on me disait qu'il y a pas mal d'aveugles qui se sont suicidés avec ça. Parce que cette vision qu'on leur donne les a complètement coupés et de leur monde antérieur et les maintiennent encore coupés du monde qui est. Bon, alors aucun espoir, Jean-Michel Vénère. Si, plein d'espoir, mais moi je crois beaucoup dans l'éducation, c'est pour ça que je suis prof, enfin je crois beaucoup dans l'éducation. Moi je suis assez content quand j'arrive à attirer l'attention de mes étudiants sur le fait que l'utilisation d'Internet c'est magnifique, mais Internet c'est quand même une machine à trier les connaissances, hein, et le corpus de connaissances qui paraît infini sur Internet est en réalité très, très limité. Hein, par le moment où vous servez simplement des 10 premières occurrences de ce qui vous est donné par Google, déjà vous êtes dans
dans quelque chose dans un espace limité. Et comme les copistes byzantins ont trié les textes de Platon ou de Sophocle. C'est vrai, absolument, bien sûr, bien sûr. Bon, sauf que aussi, Internet, c'est aussi la possibilité d'acheter des mots-clés et de biaiser un certain nombre de recherches. Bon, donc, bien sûr, ça n'est ni plus ni moins que cela. Hein. Là, on organise une sélection du savoir. Donc, il ne faut pas être dupe, c'est tout, c'est ce que je dis. Hein. Comme on ne devrait pas être dupe du fait que la sélection nous a préservé Platon, Aristote, et nous en a coulé d'autres. Oui, pardon. A priori, c'est plutôt l'inverse des copistes, puisque ce que vous sembliez dénoncer, c'est que la machine qui aide l'homme, et ce qui était la grande gloire du XVIIIe jusqu'au XXe siècle, encore au début du XXe siècle, il parlait de taylorisme, de la machine concernant des tâches difficiles pour l'homme et aliénantes. On se retrouve là face à une thèse anti-marxiste, puisque ce sont des tâches qui sont valorisantes et désaliénantes de l'homme, comme enseigner, par exemple, à des enfants à l'école un certain savoir, ou faire des résumés de textes qui n'est pas préparés, qui ne correspondent pas à des tâches plus difficiles, très pénibles par rapport à des tâches plus humiliantes pour l'homme, sont là remises aussi en cause. C'est ce qui vraiment est très dérangeant dans ce que vous exposez quand même. Et donc le copiste, en ce sens-là, qui suit le modèle humain comme Télémaque qui est le modèle du mentor, à l'origine, est complètement annihilé dans sa fonction première, et c'est bien quand même le sens humain qui est remis en cause, alors même que ce sont des gens qui usent de leur savoir pour y arriver. C'est très étonnant, on dirait que ça mène à l'autodestruction. Enfin, je crois que la mise à disposition du savoir, elle permet ensuite une réflexion, et cette mise à disposition du savoir, elle pouvait être peut-être le privilège de ceux qui le détenaient, qui avaient l'autorité grâce à la détention de ce savoir. Et alors maintenant reste à savoir effectivement quelle est cette connaissance qui est mise à disposition. Mais enfin en même temps, voilà, peut-être que celui qui avait l'autorité grâce à la détention du savoir se retrouve maintenant à devoir le partager et à se retrouver face à des gens qui sont plus autonomes, qui sont moins en position effectivement de... Et c'est effectivement musée. Oui, c'est ça, oui. Soit on fait confiance à ceux qui peuvent avoir accédé au savoir, soit on pense qu'il faut toujours des maîtres, effectivement. C'est deux options, quoi, c'est sûr. Soit on mise sur l'autonomie, c'est peut-être Summerhill que vous citiez, soit on mise sur l'autonomie de tous, soit on garantit le savoir avec la transmission par ceux qui ont le statut de maître. Quoi. Oui, là je suis en accord avec vous, puisque c'était par rapport à ce que vous proposiez comme exemple. Oui, vous disiez que c'était une perspective anti-marxiste, parce que la superstructure prend le pas sur l'infrastructure, c'est ça que vous vouliez dire? Par exemple. Oui. Un gros mot comme enseignant, je ne pense pas que ce soit très intéressant à long terme. Ça me paraît complètement inintéressant pour l'instant. Par rapport à d'autres choses, oui, mais c'est étonnant d'avoir ce genre d'accès au savoir. Pas une machine qui remplace l'homme pour les travaux pénibles. À moins d'avoir une société de loisirs. Mais oui, mais c'est aussi vers quoi on va. C'est pas le même rapport. Pardon, vous ne l'évoquiez pas. Bon, je crois qu'on va arrêter là. On a dépassé déjà un petit peu notre temps. Merci beaucoup, Jean-Michel. Ainsi se termine notre premier semestre. Donc, je donne rendez-vous en tout cas aux étudiants qui voudront bien entamer un deuxième semestre au mois de février. Je crois que c'est le 12 février notre prochaine séance, mais de toute façon, vous serez tenus au courant. Et pour ceux qui est le public de l'Institut du Tout Monde, je les espère toujours fidèles, du moins pour ceux qui sont là. Hein, et on est un petit peu à la veille des fêtes, donc on est un petit peu moins nombreux que d'habitude. Mais bon, je ne doute pas que nous poursuivrons tous ensemble ce séminaire donc, sur poétique des humanités. Donc rendez-vous en février et bonne fête. Au fond, le sentiment d'impuissance saisit de plus en plus les hommes et les femmes que nous sommes. Impuissance devant nos machines, devant le perfectionnement de nos machines. Impuissance devant l'inertie que nous sommes. Et au fond,
le transhumanisme réunit sans doute des individus qui espèrent dans les machines parce qu'ils sont découragés par l'homme. Alors là, j'aurai une quantité d'indices pour le montrer. Je convoque quelques transhumanistes qui sont sans ambiguïté, pour le coup, et qui vous disent, par exemple, que après Auschwitz, après la Shoah, on ne peut vraiment pas vouloir que l'avenir ait le visage de l'homme. Ça n'est pas possible. On ne peut pas sérieusement vouloir que l'avenir ait le visage de l'homme. Et ces transhumanistes disent qu'il faut travailler à l'avènement du successeur de l'homme. Donc vous voyez, ces mouvements qui prennent de plus en plus d'importance, d'ampleur, s'étayent sur une conception du monde qui cherche à pourchasser en l'homme la vulnérabilité, qui cherche à réaliser une humanité ou une post-humanité dans laquelle il n'y aura plus personne de fragile. Ou s'il y a des fragiles, ce sera une frange de l'humanité dont on admet assez bien qu'elle puisse coexister avec l'humanité augmentée. Ça, c'est une petite parenthèse que j'aborde aussi, cette idée qu'on est en train de contribuer à la constitution d'une humanité à deux vitesses. Il y aura sans doute des hommes et des femmes augmentés, et puis il y aura des laissés pour compte qui seront des hommes comme vous et moi, assujettis aux autres. Et le petit livre de Sloterdijk, intitulé Règles pour le parc humain, qui a généré, qui a amorcé le débat philosophique sur le post-humanisme, pose justement cette question-là. Qui gouvernera dans un monde qui aura développé des technologies susceptibles de modifier l'homme? Alors, j'en viens, je ne suis pas trop bavard. C'est-à-dire que si votre propos c'est la première partie, j'ai peur ensuite qu'on ait plus de temps pour de discuter, alors que je suis sûr que la discussion pourrait être la discussion sera vive sûrement.